Toi, Rachid, tu es expert depuis longtemps, plus de 20 ans d'expérience dans le métier du commercial. Tu as été un peu à tous les postes, dans toute taille d'entreprise, de la multinationale à la petite entreprise. On n'est pas forcément né bon vendeur, mais on peut le devenir. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Mais la bonne nouvelle déjà, c'est que tu dis que c'est accessible à tout le monde. Donc même ceux qui se sentiraient en difficulté sur leur prospection, il suffit de s'accrocher un peu, on peut devenir bon, mais bon, il y a des principes à appliquer. Il faut au départ avoir l'envie de solutionner un problème et donc l'envie de creuser ce problème pour bien le comprendre. Chez ceux qui ont vraiment un problème à prospecter ou à prospecter assez longtemps, c'est qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils apportent une réelle solution. Et pour tous ceux qui ont du coup peur de la prospection, donc ceux-là en gros, il faudrait juste qu'ils changent un petit peu leur angle pour envisager la prospection différemment. C'est « j'ai envie d'aider ». Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Kiwi Business Café. Aujourd'hui, je reçois Rachid Lamza. Salut Rachid. Salut Barbara, Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. Avec plaisir, ça fait longtemps que je veux t'inviter. Toi, Rachid, tu es expert depuis longtemps, plus de 20 ans d'expérience dans le métier du commercial. Tu as été un peu à tous les postes, dans toute taille d'entreprise, de la multinationale à la petite entreprise. Tu as été représentant pharmaceutique, tu as été manager commercial, tu as géré des canaux de distribution, enfin le commerce et la vente, ça te connaît très bien. Et dans un petit peu toutes les facettes du commerce et de la vente, taille de boîte, quand tu as commencé, il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui, enfin tu as un petit peu tout vu. À peu près, j'ai fait le tour, on va dire. J'ai beaucoup plus travaillé quand même dans des multinationales que dans des petites entreprises. Mais oui, j'ai touché un peu au terrain, à la gestion de partenaires, donc la distribution. J'ai touché à la gestion d'équipe, à la gestion de gros comptes. Donc oui, en 20-25 ans de terrain, on en voit des choses. Bon, et puis maintenant, après 25 ans de terrain, souvent, comme les spécialistes en général, maintenant, tu donnes des formations sur le domaine du commerce et de la vente aux gens qui en ont le plus besoin. Parce que le commerce et la vente, c'est souvent, et la prospection aussi, c'est un terme qui fait peur. On n'est pas tous faits pour ça, on n'est pas tous nés pour faire ça. Et des fois, quand on est entrepreneur, si on porte son projet tout seul, on est obligé de le faire. Donc, moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est faire un podcast qui permet de démystifier, de dédramatiser un petit peu tout ce qu'il y a derrière prospection, vente et commerce. Voilà. Évidemment, on ne pourra pas faire un cours exhaustif, complet, une masterclass là-dessus. C'est un podcast, mais quand même en quelques principes. Voilà ce qu'on va traverser au travers des questions que je vais te poser. On va quand même dédramatiser, puis peut-être apporter une nouvelle façon de voir cette activité. En effet, là en ce moment, c'est vrai, j'essaie d'aider quand même, de faire profiter un maximum, surtout d'auto-entrepreneurs, de ce que j'ai comme expérience. Donc, histoire justement d'aider les gens à comprendre un peu comment développer un business et comment s'y prendre de la façon la plus efficiente, parce qu'il y a plusieurs façons. Je veux dire, il n'y a pas une seule façon de faire. Chacun est unique dans son approche, mais il y a des choses à ne pas faire si on veut ne pas galérer, entre guillemets, surtout au début. Et nous, on a la chance chez Lead Kiwi de t'avoir comme formateur dans le contexte d'une formation coachée. Donc, c'est une formation sur la prospection, mais que tu accompagnes aussi. C'est pas juste une journée et puis on repart dans la nature en essayant d'appliquer comme on peut les principes que tu as pu montrer dans cette journée, mais tu accompagnes aussi les apprenants. Exact. C'est la première leçon en fait que j'ai appris du terrain. C'est que on peut devenir commercial, on peut devenir bon vendeur. On n'est pas forcément né bon vendeur, mais on peut le devenir. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Ça prend, selon moi, mon expérience personnelle, entre 1 an et 3 ans pour coacher quelqu'un pour qu'il devienne bon en vente. Bon, généralement, c'est un taux de conversion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va pitcher à un client, qu'on va argumenter, qu'on va expliquer, qu'on va détecter le besoin, qu'on va faire de la découverte, etc., plus on est outillé, plus on a d'expérience et plus notre taux de conversion va être élevé.
Généralement, les gens vont parler de standards, d'industrie, mais c'est généralement autour de 30%. C'est-à-dire que si on convertit 30% de nos leads en acheteurs, en clients, bah là, on commence à être bon. Bon, mais la bonne nouvelle déjà, c'est que tu dis que c'est accessible à tout le monde. Donc même ceux qui se sentiraient en difficulté sur leur prospection, il suffit de s'accrocher un peu, on peut devenir bon. Mais bon, il y a des principes à appliquer. Tu vas nous expliquer quelques-uns de ces principes-là au travers du podcast. Mais voilà, en tout cas, déjà, bonne première nouvelle, c'est accessible à tous. Moi, ma conception de la vente, c'est que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Je sais que, et j'en ai côtoyé durant mon expérience, il y a des gens qui pensent que non, soit on est né bon vendeur, soit on ne le sera jamais. Moi, j'y crois pas. Je pense que ça s'apprend. C'est énormément de travail sur soi. C'est beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance. On va y revenir. C'est vraiment les gains marginaux, mais ça finit par arriver. Bon, on va donner certains de ces principes du coup dans les prochaines minutes. Mais déjà, moi, j'ai une première question pour toi par rapport à tout ce que tu as pu traverser au niveau de la vente et du commerce. Tu as commencé en quelle année déjà ? Alors, en 2000. En 2000, on est en 2026, donc 26 ans plus tard. Donc, tu as vu 26 ans de commerce évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme outils, etc., est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué qu'avant ? Alors, c'est un peu paradoxal parce que oui, aujourd'hui, on a des outils extraordinaires. On a vraiment beaucoup de choses qu'on n'avait pas avant qui nous permettent un peu d'avancer plus vite, surtout dans les phases préliminaires de la vente. Mais en contrepartie, le client aujourd'hui, il a beaucoup moins d'attention, il a beaucoup moins de temps à nous accorder. Il y a énormément de stimulus qui lui arrivent de tout bord. Et du coup, attirer l'attention d'un client ou d'un prospect, l'intéresser à ce qu'on veut lui dire est devenu plus difficile. Mais on a des outils qui sont beaucoup plus performants, qui rendent la tâche beaucoup plus facile qu'auparavant. Donc en fait, selon moi, ça s'équivaut. Ça n'est pas plus difficile, ça n'est pas moins difficile, c'est juste que ça a changé. C'est différent aujourd'hui. La vente n'est plus ce qu'elle était il y a 25 ans. Oui, donc les règles du jeu ont changé. Et puis d'ailleurs, on risque d'en parler juste après dans le marketing aussi. C'est quoi en fait, quand on parle de prospection et de vente, en fait, surtout de prospection, on parle de quoi comme activité ? Alors, c'est pas facile de définir la prospection et de lui donner un cadre figé. En fait, pour moi, la prospection, c'est toute activité que va mettre en place l'entreprise avant l'étape j'ai envie de dire, d'argumentation. C'est-à-dire que soit on ne connaît pas le client, on ne lui a jamais parlé, donc là on est forcément en mode prospection, on n'est pas en mode closing, on n'est pas en mode conversion, on n'est pas en mode argumentation. Soit on lui a parlé une fois et puis on n'a pas encore été en mesure d'avoir ce qu'on appelle le pitch de vente. Et là, il faut quand même qualifier le lead, comprendre qu'il a le besoin, qu'il a le budget, tous ces prérequis qu'on connaît tous. Mais pour moi, la prospection, c'est tout ce qui précède l'argumentation proprement dite, c'est-à-dire on a détecté le besoin, on a la solution qui répond à ce besoin et on sait qu'il va y avoir présentation de la solution au client. Mais ça ne sert à rien de présenter une solution si on n'a pas détecté le besoin, si on n'a pas compris que c'est exactement à ce besoin-là qu'on est en mesure de répondre ou qu'on veut répondre ou que pour nous, c'est rentable de répondre. C'est ça les préliminaires qu'il faut absolument couvrir durant la prospection avant de tomber dans une présentation de vente proprement dite. Et là où je pense qu'il y a une zone grise, c'est que tu dis ça commence à quand on a détecté le besoin, sauf que des fois, il y a des actions qui amènent à trouver quelque part le besoin chez un interlocuteur. On ne l'a pas forcément détecté en amont ou c'est pas forcément quelqu'un qui vient nous dire hey, « j'ai ce besoin ». Donc, la détection du besoin, elle se fait au travers de plein d'actions qui peuvent être à cheval entre l'univers du marketing et de la prospection telle qu'on l'aperçoit. Exact. Non, mais c'est-à-dire tout ce qui précède l'argumentation, c'est pas forcément, entre guillemets, labelé vente. C'est le inbound marketing, tout ce qui est partage de lead magnet, etc. Tout ça, ça fait partie de la prospection. C'est-à-dire qu'on cherche le client là où il peut se trouver et on cherche le client avec le besoin auquel on veut répondre. Donc, c'est de la qualification, c'est de la prospection entrante.
Mais après, il faut faire de la prospection sortante. C'est-à-dire que quand on a mis en place les outils de inbound, qu'on a fait notre preuve sociale, on a quelque chose à raconter et les gens peuvent aller la consulter, là, on peut commencer à les solliciter de façon sortante et de façon proactive pour leur dire hey, on existe et on sait que vous avez tel besoin et nous, on a telle solution. Bah, c'est là, tu vois, où moi, prospection entrante, ça va être un terme que jamais j'utiliserai. Pour moi, c'est de l'inbound marketing, c'est des stratégies qui amènent à générer du lead. Par contre, j'associe personnellement la prospection à de l'activité sortante, pour le coup, qu'on appelle aussi outbound marketing. Donc, au final, plein d'étiquettes pour dire qu'il faut exposer son message pour pouvoir trouver ses prospects et ensuite argumenter à ses prospects pour leur faire connaître ce qu'on a à leur proposer. Moi, le point que je pense est utile dans ce contexte-là, c'est que la prospection n'est pas forcément le job d'un commercial. Toute l'entreprise prospecte. Il faut que toutes les divisions de l'entreprise soient sensibilisées et soient impliquées dans l'effort de prospection. Moi, je viens d'un univers où il y a énormément de services, donc tout ce qui est secteur de la santé, surtout les équipements lourds, et énormément de leads nous viennent, ou nous venaient d'ailleurs, des gars du service, des ingénieurs qui vont intervenir chez le client parce qu'ils vont entendre des choses, ils vont avoir des questions, ils vont avoir des problématiques que si sont sensibilisés ces gens-là au fait qu'on a telle solution et on répond à tel besoin, ils vont pouvoir réagir de façon beaucoup plus efficace pour l'entreprise que s'ils n'étaient pas du tout au courant. Alors, tu amènes un point intéressant parce que tout le monde, on t'a dit que tout le monde pouvait apprendre la prospection, mais tout le monde ne se sent pas prêt du tout à faire de la prospection ou de la vente, ou ne se sent pas, ou se dit non, ça, c'est pas fait pour moi, c'est clairement pas une activité que j'aime, ça peut faire carrément peur, le rendez-vous avec ces moments-là. Ou alors, tu parles des autres services, tu peux avoir des services qui disent, mais jamais je vais faire de la vente, mon boulot, c'est pas ça. Alors, est-ce que tu as des façons, des techniques pour dédramatiser un petit peu ce regard sur la vente ? Alors, la vente, déjà, il faut comprendre que... Alors, je dis pas qu'avant, c'était bien et maintenant, c'est moins bien. C'est juste que la vente, aujourd'hui, c'est plus de la résolution de problèmes qu'autre chose. On est là. Le vendeur, aujourd'hui, pour moi, et ça, j'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus, il a un seul rôle, c'est de détecter le besoin. De le détecter, de le cerner, de le comprendre, parce que derrière, apporter une solution, c'est facile. Le problème arrive souvent quand on n'a pas pris le temps de détecter le besoin, quand on n'a pas pris le temps de se mettre dans la peau du client, de comprendre sa vraie douleur. Et on est déjà dans le processus d'argumentation. On étale notre catalogue, on commence à dire les supériorités de notre produit, les caractéristiques techniques et tout ça. Et là, il n'y a aucun client au monde qui a envie d'entendre ça. Il n'y a personne qui se réveille le matin avec l'envie pressante d'acheter des choses. Les gens ont des problèmes. Ils veulent qu'on règle leurs problèmes. Ils veulent améliorer leur quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit ailleurs. L'idée, c'est que aujourd'hui, le commercial a un rôle d'aide et d'assistance et rien d'autre. C'est pas compliqué. Si il joue ce rôle comme il faut, généralement, tout va très bien. Si il faille à ce rôle parce qu'il pense qu'il faut qu'il boucle son mois ou qu'il atteigne son objectif, il faut qu'il vende, généralement, c'est là que les problèmes commencent. Alors moi, j'ai souvent vu dans les boîtes, justement, par rapport au point que tu viens de mentionner, on évaluait la performance technique, on va dire, des commerciaux à leur capacité à faire une belle découverte. C'est vraiment le terme, c'est la découverte, la phase découverte dans la vente, etc. Donc, c'est ce dont il s'agit, clairement, la découverte. Mais, malgré tout, on va avoir des commerciaux qui font une découverte technique parce que le process de découverte, il a été bien fait, il a été bien décrit par le manager. Donc, question 1, question 2, question 3, question 4. À mes yeux, évidemment, la découverte est essentielle, mais si elle est faite juste pour appliquer une méthode de découverte, non. Elle ne fait pas son job, de toute façon. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas deux clients qui se ressemblent. Il n'y a pas deux clients qui vivent le problème de la même façon. Donc, on ne peut pas mettre en place un script de découverte. Ça n'a aucun sens. Peut-être dans des secteurs d'activité où on parle à des acheteurs professionnels qui ont eux aussi un cahier de charges qui est hyper précis, etc., ça peut s'en approcher. Mais dans la vraie vie, généralement, la découverte, c'est une discussion. C'est pour ça que, en fait,
c'est la raison principale pour laquelle le commercial doit maîtriser son produit sur le bout des doigts. C'est pas parce qu'il va le connaître mieux que le chef de produit ou mieux que l'ingénieur qui l'a conçu. Non, c'est parce qu'il va pouvoir jongler et saisir les perches que le client va lui offrir, sans vraiment l'intention de le faire. Mais c'est en discutant qu'on découvre l'angle sous lequel on doit aborder le prospect. Et si on n'est pas capable de le faire, c'est là que les techniques de vente peuvent nous aider, c'est-à-dire que poser des questions ouvertes plutôt que des questions fermées. Enfin, il y a des façons d'améliorer l'approche de sorte à ce qu'on tombe sur la perche plus souvent qu'autrement. Et c'est uniquement en saisissant la perche que le client nous tend qu'on peut lui vendre. C'est pas autrement. C'est pas en suivant un script et à la fin il va dire oui. Ça n'existe pas et c'est complètement ridicule d'envisager la vente de cette façon parce que les gens sont différents et puis si on ne comprend pas la différence de la personne qui est en face de nous, on est en train autant envoyer des robots, quoi. Puis, ce que j'entends derrière ce que tu dis, c'est il faut au départ avoir l'envie de solutionner un problème et donc l'envie de creuser ce problème pour bien le comprendre, et la connaissance du produit et la technique de prospection et cette technique de découverte va juste être un effet multiplicateur. Mais si à la base, même quelqu'un qui n'aurait pas cette technique mais qui a l'envie de résoudre un problème, a priori, pourrait être un bon vendeur. Oui, alors un vendeur average. Moi, ce que je dis toujours à mes stagiaires, c'est que on a toujours le même besoin et la même solution. La différence au niveau de la personne qui vend va être de la façon d'amener la solution au problème. La façon change tout. En fait, ça, c'est la même solution et c'est le même besoin. C'est juste que les gens sont tellement différents que si on essaie d'amener la solution au problème de la même façon chez tout le monde, bien sûr, statistiquement, ça va marcher. Mais à un pourcentage qui va être beaucoup moins élevé que si on ajuste et qu'on a une écoute active et qu'on a des techniques de sondage qui sont affûtées et qu'on a surtout, de tout ça, le plus important, qu'on a vraiment, vraiment l'empathie et la volonté d'aider, d'apporter une solution. Si on y va avec cette volonté, on va réussir. Si on y va avec la volonté où c'est un client à qui je veux absolument vendre, ça va marcher dans certains cas, bien sûr, parce qu'il a tellement le besoin et puis il veut le produit, etc. Mais ça sera jamais exceptionnel. Bon, et pour tous ceux qui ont du coup peur de la prospection, donc ceux-là, en gros, il faudrait juste qu'ils changent un petit peu leur angle pour envisager la prospection différemment. C'est « j'ai envie d'aider ». Exactement. En fait, il y a un point qui, selon mon expérience, revient souvent chez ceux qui ont vraiment un problème à prospecter ou à prospecter assez longtemps, c'est qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils apportent une réelle solution. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le syndrome de l'imposteur pour dire « ouais, mais je vais déranger, puis ouais, franchement, ça vaut pas tout ça, machin. » Non, en fait, si on n'est pas convaincu qu'on va changer la vie de notre client, on va pas y arriver. Donc, si on est en affaires, si on a une solution à laquelle on croit, il n'y a vraiment aucune raison pour que la prospection nous fasse peur. Après, c'est une question de tenir le rythme pendant assez longtemps. C'est vrai que là, ça arrive souvent que les gens abandonnent trop tôt. Ça, c'est le propre des commerciaux. Ils veulent des gains rapides, ils veulent faire la différence. Généralement, ils surpromettent des choses et après, ils ont du mal à livrer. C'est des grandes gueules en général. Mais si on arrive à tenir, d'ailleurs, il y a des statistiques qui sont très, très, très éloquentes sur le sujet. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 90% des ventes en France qui se font après la 5e relance. Alors que je pense qu'il y a le même pourcentage, en 90% des commerciaux qui abandonnent au bout de la 2e. Donc là, il y a clairement un fossé, il y a clairement un problème. C'est-à-dire que si on sait qu'il faut relancer les gens au moins 5 fois statistiquement pour avoir la vente, on ne peut pas
estimer qu'on a fait le nécessaire au bout de 2 relances. Et puis là, toi, tu parles des commerciaux, mais on peut avoir en tête la personne qui vient de créer son entreprise, qui n'a pas le profil du commercial, qui l'a créé par passion, ou bien des ingénieurs, par exemple, qui ont un nouveau produit, etc., qui au départ doivent vendre eux-mêmes. Voilà, c'est encore... Ces personnes, moi, personnellement, je trouve qu'elles ont un avantage sur le commercial. Parce que le commercial, on estime que le commercial, il est là pour l'argent. C'est très stéréotypé. Moi, je suis commercial. J'ai fait ça pendant 25 ans de ma vie. Je ne l'ai jamais fait uniquement pour l'argent. C'est juste que, on va dire, le commercial, c'est son boulot de vendre. Bon, il est payé pour, blablabla. C'est pas vrai. S'il ne croit pas en son produit, il ne pourra jamais vendre. Et l'entrepreneur qui a créé, qui a investi son temps, probablement des années, dans sa passion, il a cet avantage. C'est qu'il est à fond. Il y croit et il n'a pas trop de doutes sur le fait qu'il change la vie de son client. Donc ça, pour moi, c'est un excellent départ. Mais il faut qu'il prospecte quand même. Et la prospection, ça peut lui faire peur. Du coup, je veux embarquer sur un deuxième sujet, c'est que la prospection, souvent, on l'associe à prospection téléphonique, appel à froid. Ouais. Est-ce que ça se limite à ça ? Ah, pas du tout. Non, ce que je disais tout à l'heure au tout début, c'est que la prospection, c'est toutes les actions que l'entreprise va mener avant de pouvoir présenter une solution à un client qui a le problème. Donc tout ça doit être fait. Sinon, on ne peut pas présenter une solution à un client et négocier le prix et tout ça, qui est en fait la vraie vente. Donc, il y a toutes sortes. Il y a le inbound marketing, donc tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est LinkedIn, tout ce qui est emailing, tout ce qui est SMS, tout ce qui est WhatsApp, les lead magnets. Il y a énormément de façons et on peut être hyper créatif dans les canaux qu'on utilise, les façons dont on les utilise. D'ailleurs, il y a une question de séquence dans la prospection qui est hyper importante, c'est-à-dire qu'on utilise 4, 5, 6 canaux différents avec plusieurs messages différents en fonction du timing, en fonction de la solution, en fonction de là où on est dans notre discussion avec le client, même si on ne le connaît pas encore avec le prospect. Mais tout ça, c'est un travail qui doit être fait pendant des fois plusieurs mois avant d'aboutir à des ventes. Donc, c'est pas que prendre le téléphone et appeler les gens et derrière avoir un bon de commande. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, le téléphone, c'est plus un outil premium, j'ai envie de dire. C'est plus un outil de 2e, 3e, 4e recours. C'est-à-dire qu'on a déjà fait le nécessaire, on a déjà déblayé le terrain, on a déjà mis tissé notre toile pour que quand un client, d'ailleurs, il y a aussi une autre stat, je pense qu'il y a plus de 80%, 84% des clients qui n'achètent jamais avant d'avoir recherché sur Internet l'entreprise, la personne qui les a contactés, parce que aujourd'hui, c'est le réflexe. C'est-à-dire que voilà, on a des sites qui sont spécialisés. Si on veut aller voir un resto, si on veut aller manger au resto, on va regarder sur Google, on va regarder sur TripAdvisor, on va regarder sur Trustpilot. On va faire un petit check juste pour être sûr que ça vaut la peine. Et aujourd'hui, si on n'a pas tissé cette toile pour que quand les gens effectuent cette recherche, ils trouvent des choses rassurantes, on n'a pas intérêt à commencer à faire ce que j'appelle de la prospection sortante. Parce que ça va vraiment être voué à l'échec. Par contre, si on a déjà établi un peu notre crédibilité, là, on peut envoyer des SMS, des WhatsApp, envoyer des emails. Et le téléphone, c'est vraiment quand on a quelque chose de précis à dire à quelqu'un. C'est pas appeler les gens en masse pour leur dire bonjour, j'ai rien à vous vendre. Non, il faut avoir quelque chose de concret. Il faut avoir détecté un vrai besoin, avoir une vraie solution et avoir une discussion très très simple, c'est-à-dire bonjour, vous êtes client, j'ai une solution pour répondre à votre besoin. Et généralement, les gens sont surpris quant à la réceptivité. Quand on sait à qui on parle et qu'on sait pourquoi on l'a appelé, généralement, les gens sont très réceptifs. Le problème, c'est que voilà, il y a des gens qui achètent des listes avec des numéros, puis ils ne savent même pas à qui ils sont en train de parler, puis ils appellent des centaines de milliers, voire des millions de personnes pour leur livrer exactement le même message. Généralement, 80% des gens ne sont pas intéressés. Parce que certains font l'erreur de se dire, dis-moi si c'est une erreur ou si je me trompe, mais
je vais en envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a un petit peu l'illusion de la quantité. C'est bon, j'ai fait mon travail parce que j'ai envoyé à une liste de 10 000 personnes que j'ai achetées, qui était le vendeur qui m'a vendu la liste, m'a promis qu'elle était qualifiée. Et puis, au final, c'est farci de spam, c'est pas vérifié. Mais il y a cette illusion de la quantité de messages envoyés à l'univers. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a la notion de volume qui est des fois une grosse tentation pour des entreprises, c'est-à-dire, c'est pas compliqué. On achète des listes, on achète une base de données, on la donne à des standardistes, entre guillemets, à des gens qui vont passer des appels. On leur balance des numéros, ils n'ont même pas le contrôle de la cadence. Et après, moi je dis, forcément, il va y avoir des résultats. Statistiquement, c'est sûr, il va y en avoir. C'est juste que le long du chemin, on a envoyé des gens en maladie pour burn-out. On a fait démissionner plein de gens parce qu'un humain qui se fait engueuler au téléphone 10-15 fois par jour, je suis désolé, mais ça ne vaut pas la peine. Donc les gens, ils tiennent pas le coup, mais il y a des gens qui n'ont absolument aucun scrupule à ce que ils changent d'employé aussi souvent qu'il le faut. Alors, si on parle à ces grandes entreprises-là qui veulent faire du volume et qui ont une envergure planétaire, c'est juste un problème d'éthique, selon moi. Mais si on parle à des PME ou à des auto-entrepreneurs, c'est absolument hors de question d'essayer de faire du volume aux dépens de la qualité. C'est absolument catastrophique parce qu'ils vont essuyer des refus, des noms, des insultes, ils vont stresser, ils vont souffrir, ça va être la galère. Alors que s'ils choisissent vraiment à qui ils disent quoi, généralement, plutôt que d'envoyer 500 messages à de parfaits inconnus en espérant ce qu'on appelle en anglais le spray and pray, c'est-à-dire qu'on asperge, on mitraille et il y a forcément quelque chose. Voilà, il va y arriver quelque chose, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi. Mais on bombarde et on essaie de couvrir le maximum de terrain, alors que il vaut mieux cibler, ultra cibler même, envoyer 20 messages pertinents plutôt que 500 ou 1000. Pour la personne, c'est beaucoup plus satisfaisant parce qu'elle fait des choses de façon méthodique, elle croit en ce qu'elle fait, elle ne parle qu'à des gens dont elle est certaine qu'il y a vraiment moyen d'améliorer leur quotidien. Et les résultats vont être beaucoup plus intéressants que si on envoyait pour la masse et en essayant, en espérant en fait et en priant pour qu'il y ait un résultat. Donc, le volume aujourd'hui n'est pas du tout intéressant. C'est plus l'hyper-ciblage qui est aujourd'hui de mise et tout le monde est en train de se mettre, entre guillemets, d'accord là-dessus. Il y en a qui continuent à faire du volume, mais je pense que ça ne tiendra pas très longtemps. Et puis, je pense que tout le monde est d'accord que ce n'est pas du bon travail. C'est ça, au niveau éthique, de toute façon, ça affecte beaucoup l'image de marque aussi. J'avoue que ça me dépasse moi aussi. Pourquoi est-ce que ces pratiques ont encore lieu? Sans doute que, comme tu dis, il doit y avoir un retour sur investissement qui, au final, a une certaine forme de logique si on fait appel à des plateformes d'appel qui sont délocalisées. Peu importe la gestion des ressources humaines là-bas. Bon, mais c'est clair que c'est pas du tout une pratique à encourager, d'autant plus qu'on est dans une phase où les gens sont plus déjà protégés au niveau du règlement sur les données personnelles grâce au RGPD, qui, à mon sens, est une très bonne nouvelle, même si ça a amené énormément de contraintes pour les entreprises au départ, pour la mise en place. En soi, derrière le RGPD, la notion qu'il y a, c'est je garde en tant que consommateur la propriété de ma donnée personnelle et je ne donne l'autorisation de l'utiliser qu'aux entreprises qui semblent pertinentes par rapport à ma vie. Donc évidemment, pour des entreprises qui vont vendre des solutions de surconsommation, c'est pas cool parce que on va pas tous dire hey, contactez-moi pour de la surconsommation s'il vous plaît. Peut-être que c'est celle-là qui continue à faire ces pratiques de masse. Mais en tout cas, à partir du moment où on a une entreprise avec un minimum d'éthique et une solution bien ficelée qui répond à un réel problème, le RGPD est juste tout à fait sensé, tout à fait logique, parce qu'on va avoir des contacts qui sont plus qualifiés et qui, du coup, derrière, vont être maximisés. C'est un appel égale presque un prospect qualifié qui, un jour, aura besoin de nos services. Peut-être pas tout de suite, c'est ça. Mais en tout cas, plus tard. Donc, il faut garder la relation active. Et puis c'est surtout valorisant pour la personne qui effectue le travail. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais
ou presque jamais avoir au bout du fil ou au bout du canal qu'elle utilise, quelqu'un qui est vexé, fâché, complètement hors de lui parce qu'on le dérange sans raison valable. Donc c'est pas du tout, mais du tout la même façon de vivre la prospection. Parce que si la prospection était juste appeler de parfaits inconnus à l'heure du repas pour leur dire n'importe quoi, eh ben moi je ne serais pas là en train de vous dire qu'il faut prospecter. C'est l'inverse. C'est vraiment n'appeler que ceux qui ont un réel besoin pour changer leur vie. Et c'est noble. Il faut que ça le soit. Sinon, on ne peut pas l'encourager. Mais justement, nous, la vision de la prospection qu'on peut avoir, nous, humains, lambda, C'est ça. c'est justement l'appel qu'on a à midi pour nous vendre des panneaux photovoltaïques. Et donc, quand on se dit, OK, je vais faire de la prospection, on a l'impression qu'on met le costume de cette personne qui te propose de faire l'analyse de ta consommation énergétique au final, enfin, on sait très bien pourquoi. Comme le stéréotype de la vente, là aussi, le vendeur de tapis, entre guillemets, quelqu'un qui veut forcer la vente alors que le client lui dit depuis le début qu'il n'en a pas besoin et qu'il n'est pas intéressé et tout ça. Donc oui, il y a forcément des dérives, il y a forcément des gens qui appliquent entre guillemets, ce qui leur paraît le plus opportun. Mais ça n'est pas ça la prospection, ça n'est pas ça la vente. Du coup, pour dédramatiser, si vous avez de la prospection à faire, sachez que vous n'êtes pas un vendeur de tapis et vous n'êtes pas en train de pousser un projet de panneaux photovoltaïques grâce à la subvention gouvernementale, Exact. etc. Par contre, même si on qualifie bien les listes, etc., tout le monde n'étant pas prêt à acheter tout de suite, et parfois on peut avoir des gens quand même semi-qualifiés malgré tout. C'est pas une science exacte et le travail n'est jamais parfait. Donc même si on fait bien les choses telles que tu l'as dit, on va quand même se prendre des refus. Pas facile de se prendre des refus. Le non peut faire peur et c'est là où peut-être les commerciaux sont un peu plus blindés face aux refus. La majorité des gens face aux refus sont dans une situation de difficulté. Alors, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi, par rapport à cette peur du non ? C'est vrai que, comme tu dis, les commerciaux à force deviennent blindés. Mais en fait, ça reste des humains et puis ils ont des sentiments. C'est juste que pour la grande majorité, ils finissent par comprendre que le non, ça n'est pas personnel. C'est une data. Et l'approche derrière le non c'est comme quand on tombe. Soit on décide de se relever et de continuer, soit on reste au sol et puis on pleure. Donc, il vaut mieux se relever et continuer. Donc, un non, c'est une occasion de s'améliorer. Un non, c'est OK, pourquoi j'ai eu ce non ? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien ? C'est pas la faute des autres. C'est pas la faute du client. Le client, il a dit non parce qu'il avait une bonne raison de dire non. C'est que on n'a pas cerné son angle à lui du besoin, on n'a pas présenté la bonne caractéristique qui l'intéressait le plus, on n'est pas arrivé au bon timing, il y a plein de raisons, et la grande majorité de ces raisons sont sous notre contrôle. Ce qui ne l'est pas, on s'en fout, on va pas, si il vient de s'engueuler avec sa femme, c'est pas notre faute, et puis c'est pas grave. Donc, disons que l'essentiel dans la prospection et comment on encaisse les noms, c'est que le non n'est jamais personnel, c'est notre travail, c'est notre façon, c'est notre approche qui est critiquée, c'est pas nous-mêmes. Donc, on n'a qu'à améliorer, et là je parle souvent beaucoup de gains marginaux. C'est une notion qui est très, très courue en sport, c'est-à-dire que quand on s'entraîne, on s'entraîne pendant des semaines, voire même des mois, voire même des années, puis à chaque fois on essaye d'améliorer de 1 ou 2% notre performance, parce que ça n'est pas possible d'améliorer de 20-30% à chaque fois. Donc on se dit, on a une échéance, on prépare telle compétition, telle course, et on se met un calendrier avec plusieurs sessions, et sur chaque session, on va améliorer un aspect de 1 ou 2%. Et en prospection et en vente, c'est pareil. C'est pour ça que je disais au début que ça prenait entre 1 et 3 ans un commercial de devenir bon avec du coaching. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va coacher le commercial en question, on va insister sur un aspect. On va essayer de l'améliorer, et la prochaine fois, on va attaquer un autre aspect,
parce qu'il y en a beaucoup à améliorer. Et vas-y. Ce que j'allais dire, ce que j'aime bien du coup de l'aspect dont tu parlais juste avant, c'est que le non, il ne faut pas le prendre personnel. Et pour s'améliorer sur justement les refus sont pleins d'apprentissage du coup, et c'est plutôt de se dire, ok, à quoi a-t-il dit non? Parce qu'en fait, il te dit jamais non à toi, humain. Il dit soit non, j'ai pas besoin tout de suite. Non, c'est pas ta boîte que je choisis, peut-être que j'ai choisi en concurrent ta boîte, et là, il y a des raisons aussi qui sont bien à comprendre. Non, j'ai pas le besoin. J'ai pas le problème que tu proposes de solutionner, donc peut-être que c'était mal qualifié. Il peut y avoir d'autres noms. En fait, c'est non, virgule, quelque chose. Et rien que le fait de comprendre ce qu'il y a derrière cette virgule pour finir la phrase du refus, du non, bah, elle est source d'apprentissage énorme, en fait. Et ça peut avoir un impact et sur les démarches de vente qui suivent, et sur les outils marketing, et sur le site internet, et sur sa bio Instagram, et sur... Enfin, voilà, cet apprentissage peut être répercuté sur tous les canaux et tous les outils qu'on a mis en place pour s'exposer au monde. Exactement. Et en fait, tu me fais penser à une stat qui est très rigolote en vente, c'est qu'en fait, on a découvert que énormément de noms viennent parce qu'on a posé la mauvaise question. En fait, c'est des petits détails. Le client, il est généralement dans une position défensive, il est en mode négociation et il veut pas se faire avoir, et puis il a d'autres alternatives, il n'y a pas que nous, etc. Et vient le temps où on doit closer et vraiment lui faire signer le bon de commande, et là on pose la question sous le mauvais angle, donc ça lui donne l'occasion de nous dire non, je refuse, et là soit on se dit ah, qu'est-ce qui s'est passé, et on fait un post-mortem et on essaie de s'améliorer pour les prochaines fois, soit on se dit bah ça marche pas mon truc, et il a dit non à moi et à ma solution, donc le réflexe des vendeurs, c'est généralement de revenir envers l'entreprise pour leur dire on est trop cher. C'est souvent le cas. Donc non, alors il y a aussi l'exemple de Canva. Tout le monde aujourd'hui utilise Canva, et apparemment la fondatrice de l'entreprise, Mélanie Perkins, je pense, elle avait essuyé une centaine de noms au début quand elle essayait de trouver des partenaires pour lancer Canva. Mais à chaque fois, elle revenait, elle changeait une slide, elle changeait une phrase, changeait une image dans sa présentation, elle retournait pour le partenaire suivant, et maintenant, bah, tout le monde utilise Canva. Canva, c'est l'une des plus grosses solutions, les plus intéressantes du moins sur le marché. Mais si elle avait pris non personnel, et si elle avait dit bah, la solution n'est pas bonne, eh ben, on n'aurait pas Canva aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'elle a persévéré là-dedans, ce qui devrait aussi, comme tu le disais au début, être une qualité de bon commercial, en tout cas de bonne personne chargée de son développement d'affaires peut-être propre, ou du commercial chargé du développement d'affaires de l'entreprise pour laquelle il travaille. La persévérance et la cohérence et la consistance, anglicisme un petit peu, consistance en tout cas, la régularité. La régularité, c'est voilà. Ça. Ouais. La régularité, c'est vraiment clé. Puis Mélanie Perkins, oui, sans refus, il faut bien être accroché. C'est quand même beaucoup. Ouais. Très, très peu de chefs d'entreprise pourraient se vanter d'avoir eu 100 refus avant de trouver le bon chemin pour exploser comme elle l'a fait. Donc, elle était vachement motivée. Je pense qu'elle comprenait vraiment très bien la valeur ajoutée qu'elle apportait à ses clients. Donc, c'est ce qui probablement lui a permis de tenir aussi longtemps. Elle était plus que convaincue. Je veux rebondir sur une autre chose que tu as dit, c'est trop cher. La réponse du non, c'est trop cher. Ouais. Ça, il y a beaucoup, alors commerciaux ou entrepreneurs, beaucoup pensent souvent, c'est trop cher, mon client m'a dit que c'était trop cher. Il y a quoi en fait derrière cette réponse-là ? Alors moi, je dis toujours à mes commerciaux, j'ai toujours dit ça, et puis je pense que j'ai toujours eu raison sur ce point-là. Voilà, je persiste et signe, comme dirait l'autre. J'ai toujours raison. Voilà. Non, j'ai pas toujours raison, mais sur ce point-là. Sur celle-là, franchement, je pense que je me suis rarement trompé, parce que à chaque fois qu'un commercial revenait pour dire c'est trop cher, bah je lui ai dit que c'était une fausse objection, que c'était pas du tout le prix qui était discuté, et qu'il fallait qu'il revienne pour comprendre vraiment de quoi le client voulait lui parler. Et à chaque fois que ça a été fait, bah alors des fois j'ai dû y aller moi-même pour comprendre vraiment la cause, mais c'est autre chose. C'est-à-dire que le prix, bien sûr, le prix il est
relatif à la valeur perçue. Si le client ne perçoit pas la bonne valeur que nous, on estime justifie le prix dans sa tête, eh bien sûr, il va trouver que c'est trop cher. Si le concurrent a fait un meilleur travail que moi et qu'il lui a justifié une valeur supérieure à ma solution à moi, je vais paraître plus cher. C'est ça qu'il faut comprendre. Et après, OK, qu'est-ce qui justifie la valeur dans l'esprit de ce client ? Comment est-ce que le client valorise telle feature, telle caractéristique, telle option, etc. Et c'est en fonction de ça qu'on va construire dans la tête du client une valeur perçue qui va généralement, si on veut vendre au prix qu'on veut vendre, doit être supérieure. C'est-à-dire que la valeur perçue doit être vraiment, clairement et franchement supérieure au prix qu'on demande. Sinon, il va y avoir hésitation, puis il va y avoir problème. Mais si on se dit « Ah, on va baisser le prix », on s'en sortira jamais parce que tous les clients vont avoir le réflexe de dire « Ouais, ça a l'air très bien, mais c'est trop cher ». Bon, et puis pour faire atterrir un petit peu cette notion de valeur perçue, peut-être je voudrais amener des éléments assez concrets de l'univers de la stratégie commerciale, discours commercial, etc. Parce que la valeur perçue, on peut dire oui, mais c'est extra bien, vraiment. Ouais, bon, là, on est quand même encore 100 000 pieds dans les airs, dans les nuages, etc. La valeur perçue, souvent, va dépendre de deux axes qui, eux, peuvent se concrétiser. C'est la perception de la certitude que la promesse va être livrée. Donc, comment est-ce qu'on peut montrer qu'avec certitude, cette promesse va être livrée? Ça va être tout ce qui est preuve sociale, les recommandations clients, les avis sur Google. Des démonstrations, des features, des réels features de produits. S'il s'agit d'un produit, quelles sont ses caractéristiques, les composants, etc. Si c'est un logiciel, les fonctionnalités du logiciel. Si c'est de la prestation de service, les réalisations passées, les avis clients, les recommandations, ça va être très important. Donc ça, c'est déjà la certitude que la promesse va être livrée. Et la deuxième chose, c'est l'urgence derrière la problématique. Donc plus la problématique est urgente et représente vraiment une véritable douleur, plus la valeur perçue de sa résolution va être grande. Un exemple, souvent, c'est par exemple les opérations de chirurgie esthétique versus se mettre au sport. Oui. Se mettre au sport va coûter beaucoup moins cher, mais être beaucoup plus long et demander beaucoup plus d'efforts. Alors que les opérations de chirurgie esthétique, c'est d'ici un mois, le problème, entre guillemets, est réglé. Pour combien de temps, ça, on ne sait pas, mais c'est un autre sujet. Ça coûte beaucoup plus cher, mais par contre, on sait que le gras, il ne sera plus là dans un mois puisqu'il aura été aspiré par machine. Ou alors les fameuses pilules magiques qui vont coûter très cher parce qu'elles ont des promesses. Enfin, voilà. Donc là, effectivement. Mais ça me fait penser aussi que peut-être les fichiers clients qui sont vendus, c'est peut-être parce que ces gens-là voient un résultat immédiat. C'est-à-dire ils vont avoir 100 000, 200 000, 1 million de prospects à appeler, alors que l'autre méthode, c'est de faire de la recherche, c'est de faire du web scrapping, c'est de prendre le temps d'analyser les données et éventuellement sortir avec un listing beaucoup plus concis mais beaucoup mieux qualifié. Et ça, c'est perçu comme étant, ouais, mais c'est pour plus tard. Alors, et il y a aussi la troisième chose, c'est le côté tangible de la chose. Parce que comme tu dis, j'achète une liste, je sais qu'il y a 100 000 lignes dans le fichier Excel, mais si jamais je mets en place une stratégie marketing et commerciale qui implique différents canaux, recueillir des contenus, et qualifier les gens, etc., là, c'est pas, je vois pas un fichier avec X nombre de lignes. Je vois beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et des mois à passer. Tous les jours revenir sur ma copie et puis pour un résultat, on sait que ça va fonctionner nous parce qu'on l'a fait, on l'a testé, on l'a vécu avec les années, mais quelqu'un qui débarque et qui n'a pas cette connaissance-là va être plus convaincu par un fichier Excel rempli que par une roadmap marketing ou des techniques la seule façon, c'est de lui faire le travail. Est-ce qu'il choisirait d'appeler 10 000 clients totalement étrangers ou au hasard quasiment, versus appeler 100 clients qui sont hyper qualifiés, on sait qu'ils ont le besoin? Bien sûr, lui, s'il devait faire le travail, il choisirait de n'appeler que les clients avec lesquels il risque d'avoir une discussion relativement agréable. Mais puisqu'il fait faire le travail, on ne sait où. Ça dépend des boîtes. Voilà. Est-ce que ça lui coûte trop fort rien? Généralement, voilà. Bon, aujourd'hui, on est en 2026. Il y a plein d'intelligence artificielle partout autour de nous. Quand tu as commencé ta carrière, tu n'avais pas ça. Mais aujourd'hui, a priori, les agents IA peuvent faire des miracles, ou presque. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part l'espoir de pouvoir automatiser toute cette prospection ? Non, je pense que automatiser la totalité n'est pas forcément envisageable, du moins vu l'état des choses actuellement. C'est sûr que c'est une aide considérable. L'IA aujourd'hui, franchement, permet de faire des choses
qui prenait beaucoup plus de temps à un humain auparavant. Et moi, personnellement, je vois l'intérêt de tout ça dans le fait qu'on va gagner du temps à faire travailler l'IA sur des aspects administratifs, aller chercher sur le site web d'un client toutes les informations dont on a besoin pour le qualifier. Est-ce que l'entreprise est en croissance? Est-ce qu'il lève des fonds? Donc, ce qu'on appelle en prospection les déclencheurs d'achat. C'est des choses que l'IA peut nous aider extrêmement bien à automatiser. On n'a pas besoin d'aller nous-mêmes fouiller dans X sites web ou sur des blogs ou sur les réseaux sociaux. On peut demander à l'IA de faire un web scraping générique et de nous donner le résultat. Ça nous permet de dégager du temps pour tout ce qui est humain, tout ce qui est interaction, tout ce qui est subtil. Et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait faire à l'IA tout le processus, c'est-à-dire de trouver les prospects sur le web, d'essayer d'extraire leurs coordonnées, de façon légale bien sûr, et de leur envoyer des messages. C'est juste que aujourd'hui, si on regarde vraiment de près ce que l'IA produit, il manque quelque chose. C'est pas du tout humain, c'est très robotisé, ça n'a pas de touche particulière, c'est un peu MeToo. Donc tout le monde va se retrouver à envoyer exactement le même message et il n'y aurait plus de différenciateur. Alors que si on faisait faire à l'IA ce qu'elle fait le mieux et que nous, on dégage justement du temps et de l'énergie pour nous concentrer sur le relationnel, sur l'humain, sur l'identité, l'ADN de notre solution ou de notre entreprise, franchement, je pense que ça pourrait être un combo très efficace. Donc, il y a comme un facilitateur, mais on garde la couche relationnelle avec tout ce qui fait de nous des êtres et des entreprises uniques, en fait. Tout à fait. Dans la compréhension des besoins, mais aussi dans ce qu'on véhicule comme énergie, dans la subtilité de notre solution. C'est ça, elle fait que nous assister, nous aider à dégager du temps, parce que oui, ça prend du temps d'être hyper disponible, très humain, très spécifique, même customisé, c'est-à-dire pour chaque client, on va avoir un traitement unique. Si on peut le faire, c'est toujours mieux. Si on n'a pas le temps de le faire, si l'IA peut nous dégager un peu plus de temps pour faire mieux cet aspect-là, je pense que c'est mieux. Je pense qu'il faut, dans ce contexte-là, garder l'esprit critique pour être certain malgré tout que le message auquel on expose qui que ce soit parce qu'on a qualifié quelqu'un ou bien en amont de tout ça, une communauté de suspects, entre guillemets, qui est largement en amont même du prospect, etc. C'est l'authenticité. Donc, de prendre du recul sur tout ce qu'on produit comme contenu pour se dire, OK, est-ce qu'il est vraiment authentique? Il véhicule vraiment ce que je suis, ce que j'ai à dire? Qu'on laisse pas l'IA parler à notre place, malgré tout. Ça, c'est un regard critique qu'il faut absolument garder parce que tout le monde est en demande d'authenticité. Tout le monde est bien conscient que 90% des contenus qu'on voit, même en vidéo maintenant, c'est IA. Je ne sais pas si tu vois passer les mêmes choses que moi, mais sur les réseaux sociaux, la plupart des contenus, dès qu'on a un micro-doute, il suffit d'aller voir les commentaires. IA, AI. Et voilà, les gens ne sont pas dupes et c'est tout de suite. C'est pas dans quelques temps, c'est déjà immédiat, c'est déjà actif. Aujourd'hui, c'est très difficile effectivement de faire la part des choses entre ce qui est généré par l'IA et ce qui est réel. Et du coup, c'est sûr que l'authenticité est en train de se perdre, va se perdre au profit de la facilité. C'est-à-dire que on va demander à l'IA de faire le processus de A à Z. Moi, je dis toujours à toutes les personnes que je coach, c'est de ne jamais envoyer un message avant de l'avoir rédigé, réécrit, revérifié. Parce que si c'est l'IA qui envoie, on a toujours des problèmes. Et on le sait. Moi, personnellement, à chaque fois que je reçois un message qui a été généré intégralement par IA, ça saute aux yeux. Et je dirais même que c'est le retour de l'imperfection qui va être valorisé. Limite, on valorise plus les messages avec des petites erreurs par-ci par-là parce qu'on se dit, là, au moins. Oui, mais l'authenticité, c'est l'imperfection. Je veux dire, c'est pas forcément. Personne n'est parfait. Donc, chacun va avoir des tares et des erreurs et des trucs qui lui sont propres, qui font que c'est humain. Et cet humain-là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un robot, c'est pas un ordinateur.
D'ailleurs, moi, je me permets de partager un petit bout de ma boule de cristal parce qu'on voit vraiment évoluer les canaux marketing énormément. Instagram devient une poubelle à IA, vraiment. Et curieusement, il y a un retour un peu à Facebook et aux communautés un peu plus fermées. LinkedIn. WhatsApp devient un canal de communication authentique parce que WhatsApp a des mécaniques de contrôle bien plus développées que sur Instagram. Donc, on sait en tant qu'utilisateur qu'on est un petit peu plus protégé de ce côté-là. Et du coup, ça devient un canal de communication vraiment important. On voit des grosses communautés se développer sur WhatsApp. LinkedIn, évidemment, parce que c'est le réseau professionnel et qu'on sait que c'est l'humain qui a posté. Bon, après, on peut toujours copier-coller ce que l'IA nous a produit. Mais malgré tout, il y a vraiment un transfert d'audience d'un canal à l'autre en fonction de ce que le canal a comme caractéristique d'authenticité lui aussi. Ouais. Donc ça, c'est à pas négliger dans les stratégies marketing aussi. Chaque canal devient assez spécialisé en fait. Et puis c'est en fonction de ce que le canal autorise et n'autorise pas et quels sont les verrous qui sont mis ou pas mis. Et je pense qu'effectivement, les canaux qui ont décidé de protéger leurs utilisateurs tôt, vont peut-être prendre le dessus sur ceux qui ont laissé un peu la porte ouverte à tout genre de dépassement. Moi, je ne vais pas sur TikTok, mais j'imagine que c'est une catastrophe aussi au niveau de tout ce qui est généré, toute la problématique aujourd'hui de savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. C'est ça. La fake news, entre guillemets. Oui. Eh bien, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de ce qu'est la prospection, la vente, le développement commercial, en espérant qu'on a un peu apporté de la légèreté à ce thème-là. Est-ce que tu voudrais conclure sur un mot de la fin ? Franchement, vu les exemples que j'ai côtoyés dernièrement, c'est tous des auto-entrepreneurs qui ont une certaine difficulté à se mettre à la prospection, à comprendre ce que c'est que la prospection, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je pense qu'il faut surtout se dire que la prospection, ça n'est pas facile, dans le sens que on va avoir des noms. On va tomber sur le mauvais client, le mauvais prospect, parce qu'on n'a pas bien analysé le besoin. Au début, c'est forcément le cas. On va avoir des noms. C'est pas personnel. C'est pas que notre solution ne vaut rien. C'est pas qu'on va pas y arriver. C'est juste que c'est une question de timing, c'est une question d'amélioration de l'argumentaire, c'est une question de technique de vente et surtout une question de résilience et une question de persévérance. Parce que la persévérance nous permet de nous améliorer, inévitablement. Si on abandonne, bien sûr, on ne va pas s'améliorer. Mais si on continue à croire qu'on a vraiment un rôle à jouer dans ce tissu économique, que ce soit régional ou international, si on continue à croire en notre solution, à croire qu'on a des gens qu'on va pouvoir aider réellement, moi je pense que c'est ce qui permet aux gens de tenir et de réussir. Parce que ça n'est qu'une question de temps, la prospection. Le reste, peut-être pas qu'une question de temps, mais en prospection, ça n'est qu'une question de persévérance et de résilience et de tenir sur assez longtemps pour voir les résultats. Les résultats sont lents à venir et on abandonne avant de pouvoir cueillir. C'est comme si on a commencé à planter, et puis on regarde autour de soi, et puis il n'y a rien qui pousse, et puis on va ailleurs. Non, il faut attendre. La nature prend du temps. Les fruits vont arriver, mais il faut tenir jusqu'à ce que les fruits arrivent pour pouvoir les cueillir. Et puis, si on peut rassurer ceux qui écoutent, on a effectivement vu les résultats venir, même auprès d'entrepreneurs qui n'étaient pas à l'aise avec l'exercice de la prospection, qui ont fait l'effort et qui effectivement récoltent les fruits. C'est une réalité. Merci beaucoup, Rachid, pour tous ces partages. Pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie que Rachid vous accompagne ou vous forme sur la prospection, envoyez-nous un mail à contact@leadkiwi.fr parce qu'on prévoit des formations coachées sur la prospection avec Rachid régulièrement. Et puis, ça sera l'occasion de vous tenir informé de la prochaine date. On a des dates en présentiel dans le Grand Narbonne et des dates aussi en distanciel, en webinaire. Merci Rachid, à bientôt. Merci, au revoir.